Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue sur le podcast Cinécritique avec Ève et Tofi devant les micros. C'est le numéro 136 de votre podcast hebdo avec les conseils des sorties ciné de la semaine du 23 septembre 2020, l'actualité du cinéma et bien sûr les critiques de films. Bonjour Tofi. Bonjour Ève et bonjour à tous. On espère que vous avez passé une très bonne semaine au cinéma. Et cette semaine, une actualité chargée malgré les contraintes sanitaires. Les exploitants proposent des initiatives pour convaincre le grand public de retourner dans les salles avec, on va le dire, plus ou moins de succès. À Paris, la Cinémathèque a rouvert depuis quelques semaines déjà et les grandes salles multiplient les événements autour d'un réalisateur ou la restauration d'un classique. Et puis Tofi, nous ferons un hommage appuyé à l'acteur français Michael Lonsdal qui vient de mourir à l'âge de 89 ans à Paris et qui aura marqué le cinéma et le théâtre depuis plus de 60 ans. Oui, une carrière absolument incroyable de Truffaut à Spielberg et un nombre de pièces de théâtre, de lecture et de radio qui défient l'entendement. Avant cela, quelques infos d'abord sur des initiatives de salles, avec par exemple celle de la grande salle parisienne du Grand Rex, qui annonce une rétrospective Luc Besson du 30 septembre au 6 octobre prochain, avec la totalité de ses films, de son premier long Le Dernier Combat, en passant par Nikita, Subway, Jeanne d'Arc, Le Cinquième Élément et Adèle Blanc-Sec, jusqu'au plus récent, Lucie, Malavita, Valérian et Anna. Effectivement, en écoutant cette énumération, on s'aperçoit de la richesse de cette carrière de près de 40 ans, avec des films très différents qui devraient ravir des publics aussi différents, des anciens aux plus jeunes. Rétrospective Luc Besson à Paris au Grand Rex du 30 septembre au 6 octobre prochain. On continue, Tofi, avec les nouveautés de la semaine. 11 films et 4 documentaires sortent cette semaine. Aucun film américain et nous avons sélectionné 3 films. T'es encore debout, toi ? Bah oui, comme tu vois. Chérie, c'est pas la première fois que je suis accaparé par le train. Ah, c'est sûr. Je te sens très loin de moi. On fait des trucs chacun de notre côté. Je suis là, je suis tout près de toi. On commence par Les Apparences, un thriller français de Marc Fitoussi avec Karine Viard, Benjamin Biolay et Lucas Englander. Vienne, ses palais impériaux, son Danube bleu et sa microscopique communauté française. Jeune couple en vue, Ève et Henri, parents d'un petit Malo, ont tout pour être heureux. Une vie apparemment sans fausse note jusqu'au jour où Henri succombe au charme de l'institutrice de leur fils. Les Apparences, c'est l'adaptation d'un polar suédois de Karin Alvtegen qui se passe à Stockholm, transposé dans la communauté d'expatriés français de Vienne en Autriche. C'est l'histoire d'une femme qui découvre que son mari la trompe, elle ne se résout pas à l'affronter et préfère passer par des chemins de traverse pour essayer de le récupérer. Après les comédies Pauline Détective en 2012, La Ritournelle en 2014 et Maman à tort en 2016, le réalisateur Marc Fitoussi s'essaie au thriller social. Il a pris ici beaucoup de plaisir à dessiner tous les codes et signes extérieurs de la haute bourgeoisie et scrute avec un malin plaisir ce milieu de notables fermé où règne en maître bassesse et mépris. Évidemment, on pense à Chabrol, mais un Chabrol modernisé, contemporain, encore plus caustique, avec des personnages très ambigus et très très sombres. Cette chronique d'un couple qui bat de l'aile à la frontière entre le thriller et l'étude de mœurs n'est pas parfaite, mais le film est porté par Karine Viard, qui élargit ici sa panoplie de jeux. À noter la musique de Bertrand Burgala qui donne au film une couleur particulière. Nous parlions du film Les Apparences de Marc Fitoussi. Du hast gesagt, dass du mich liebst. Für immer. Das hat mich glücklich gemacht. So glücklich, wie ich noch nie glücklich war. Du kannst nicht gehen. Le second film nous vient d'Allemagne et s'appelle Ondine, un drame de Christian Petzold avec Paola Beer, Franz Rogowski et Mariam Zareh. Ondine vit à Berlin, elle est historienne
et donne des conférences sur la ville. Quand l'homme qu'elle aime la quitte, le mythe ancien la rattrape. Ondine doit tuer celui qui l'a trahi et retourner sous les eaux. Plusieurs fois reporté en France, le film a reçu l'Ours d'argent de la meilleure actrice pour Paola Baer au dernier festival de Berlin, mais son sujet mérite une explication. Dans la mythologie germanique, à l'origine, les ondines étaient des nymphes, des naïades qui fréquentaient les rivières, les étangs et les fontaines. Aussi, leurs cheveux couleur d'or possèdent de grands trésors qu'elles gardent dans leur beau palais au fond de l'eau. Selon le mythe, Ondine était une nymphe qui tomba amoureuse d'un beau chevalier. Elle put s'installer avec lui à condition qu'elle lui reste fidèle. En effet, une tromperie de sa part bloquerait la respiration de son bien-aimé. Mais Ondine ne tint pas promesse et le prince mourut. Christian Petzold opte ici pour une interprétation du mythe plus positive que l'original, tout en gardant la trame narrative. Il exalte un amour qui transcende la mort dans une dernière partie où s'invite une part de thriller et où le merveilleux des origines reprend ses droits. L'amour plus fort que la mort, donc. Oui, Ève, un sujet qui mélange mythologie et réalisme ne peut être qu'intéressant, notamment avec de stupéfiantes séquences sous-marines. Malgré l'eau très présente, on est ici en présence d'un film sec, mais intelligent, qui séduit par sa capacité à préserver des zones d'ombre. Il confirme le talent de la lumineuse Paola Baer, découverte et reconnue en France dans France de François Ozon. On vous prévient, vous allez tomber amoureux d'elle, dans le magique film Ondine de Christian Petzold. Troisième film de notre sélection cette semaine, c'est un moyen métrage de 51 minutes que l'on peut qualifier d'expérimental. Il s'agit du dernier film de Gaspard Noé qui s'appelle Lux Aeterna avec Béatrice Dalle, Charlotte Gainsbourg et Abeille Lee qui jouent leurs propres personnages. Charlotte Gainsbourg accepte de jouer une sorcière jetée au bûcher dans le premier film réalisé par Béatrice Dalle. Or, l'organisation anarchique, les problèmes techniques et les dérapages psychotiques plongent peu à peu le tournage dans un chaos de pure lumière. Cette lumière pérenne et éternelle est le dernier film du cinéaste du chaos, Gaspard Noé. Tout est fait dans ce film pour stimuler les sens du spectateur jusqu'à l'overdose. Les split screens, les sons, les couleurs, les mouvements de caméra, les différentes langues, tout contribue à déstabiliser et noyer le spectateur. Avec Gaspard Noé, on est habitué, mais là, il semble qu'il ait poussé le curseur à fond. Psychédélisme, ravage et chaos des groupes humains, paroxysme et agression permanente, sublime et grotesque, il prolonge le déjà extrême et spectaculaire climax, son précédent film, une soirée qui tourne mal en raison de drogue versée dans la sangria. Un essai clinique en apnée, images bibliques et histoire d'une chasse aux sorcières, le tout dans une improvisation assumée qui fait mal aux yeux et au tympan. Gaspard Noé a-t-il atteint les limites du cinéma ? En tout cas, on n'en est pas loin. La réponse avec son dernier film, Lux Aeterna. On passe aux critiques, Ève, maintenant. On a vu Antigone, le film québécois de Sophie Deraspe, sorti en France le 2 septembre, avec Naïma Ricci, Rachida Oussaada et Nour Belkiria. Antigone est une adolescente brillante au parcours sans accroc. En aidant son frère à s'évader de prison, elle agit au nom de sa propre justice, celle de l'amour et de la solidarité. Désormais en marge de la loi des hommes, Antigone devient l'héroïne de toute une génération et pour les autorités, le symbole d'une rébellion à canaliser. Cette adaptation contemporaine qui nous vient du Québec du drame de Sophocle met en scène une famille d'immigrants algériens de première génération à Montréal. Même si le film est fidèle aux thèmes éternels de la pièce, la famille, l'exil, le pouvoir des institutions et le sacrifice, le succès du film vient de l'interprétation de la jeune actrice,
Naema Ricci au jeu fin et efficace qui mélange naïveté et violence de son âge. Sophie Dérap, la réalisatrice, a fait le choix de l'originalité. Les personnages conservent leur nom d'origine, Polynice, Éthéocle, Ismène. Et ça marche. On assiste, chez Antigone, élève modèle, à la perte progressive de son innocence et de sa jeunesse pour une désillusion envers les institutions et sa famille. Ce glissement laisse auprès du spectateur un sentiment extrême qui lui brisera le cœur pour finalement le foudroyer. Mon cœur m'a dit de sauver mon frère. Cet argument déclamé lors de son procès sonne ici d'une actualité brûlante. On ne sort pas en effet intact de ce film qui brasse des sujets contemporains comme la famille, l'intégration, la politique migratoire et les réseaux sociaux. Les Français découvrent ici un film élégant, percutant, que les jeunes pourront facilement s'approprier à travers une relecture moderne de ce thème universel de l'opposition entre son intime conviction et l'insoumission à l'ordre social établi. On en redemande. Nous parlions avec émotion de Antigone de Sophie Dérap. Second film de nos critiques qui nous a également ébloui, c'est Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait de Emmanuel Mouret avec Camélia Jordana, Nils Schneider, Vincent McCain et Émilie Dequesne. Daphné, enceinte de 3 mois, est en vacances à la campagne avec son compagnon François. Il doit s'absenter pour son travail et elle se retrouve seule pour accueillir Maxime, son cousin qu'elle n'avait jamais rencontré. Pendant 4 jours, tandis qu'ils attendent le retour de François, Daphné et Maxime font petit à petit connaissance et se confient des récits de plus en plus intimes sur leurs histoires d'amour présentes et passées. Depuis plus de 10 ans, Emmanuel Mouret dissèque les passions amoureuses entre Woody Allen et Eric Rohmer. Après le très beau film en costume Mademoiselle de Jonquière, Emmanuel Mouret s'intéresse à nouveau dans cette fresque sentimentale contemporaine aux conflits intérieurs et sentimentaux de ses personnages. La complexité de l'être, du désir et de ses sentiments sont ici dépeints avec brio, permettant au film d'atteindre un rendu envoûtant, très séduisant. Avec un ton plus grave, plus mélancolique et peut-être plus tourmenté, le film gagne en impact émotionnel et en finesse. La construction scénaristique et les dialogues très écrits sont rythmés par des va-et-vient entre les histoires de chacun, oscillant entre légèreté et gravité. On parle au travers de confidences, de nos contradictions, de nos tentations, de nos désirs réprimés, et de la valeur morale face à la culpabilité. Le casting est aussi au diapason de cette description avec une Camélia Jordana qui s'affirme comme une interprète de talent. Elle donne un contrepoids lumineux à la fragilité contagieuse de Nils Schneider, impressionnant par sa présence et son charisme, et Vincent McCain qui abandonne enfin ses rôles de loser pour un rôle ici plus profond. Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait est un très grand film, une comédie à tiroir intelligente et pudique. Si cela n'est pas déjà fait, à voir en priorité cette semaine. Enfin, dernière critique plus que mitigée de la comédie de Caroline Vignal, Antoinette dans les Cévennes avec Laure Calamy, Benjamin Laverne et Olivia Cotte. Des mois qu'Antoinette attend l'été et la promesse d'une semaine en amoureux avec son amant Vladimir. Alors, quand celui-ci annule leurs vacances pour partir marcher dans les Cévennes avec sa femme et sa fille, Antoinette ne réfléchit pas longtemps, elle part sur ses traces. Présenté comme une comédie, voici un résultat paradoxalement qui ne fait pas ou très peu rire. Véritable carte postale des massifs des Cévennes, certes, bien filmé, mais faux film de fiction avec des citadins en mal de nature. Laure Calamy, qui a du mal à jouer autre chose qu'une femme incomprise et hystérique, nage en plein désarroi dans un scénario inexistant. Et quel gâchis de voir Benjamin Laverne sous-utilisé. Malgré un début prometteur, les premières scènes plantent le décor d'une liaison extra-conjugale, la dynamique s'épuise rapidement et le film se contente de déambuler le long des sentiers sans véritable dramaturge ni surprise. Comme l'héroïne, le film tourne en rond. On pourra passer son chemin, si je peux me permettre, Tofi. On cherche beaucoup trop à pénétrer le secret et le mystère des artistes. On leur demande, je crois trop souvent, comment font-ils, pourquoi font-ils. Je crois qu'ils n'en savent rien, 3/4 du temps.
Alors le besoin d'être comédien, ça pourrait s'expliquer probablement de toutes sortes de façons, soit d'une façon par la psychanalyse. Je crois percevoir qu'il y a en effet un besoin de fuite, enfin un besoin, une difficulté d'assumer une existence, et que finalement c'est plus agréable de rêver des vies que de les vivre. Cette voix est celle de Michael Lonsdal lors d'un entretien en 1973 à la télévision suisse. C'est un immense acteur français qui vient de disparaître à l'âge de 89 ans. Né en 1931 à Paris d'une mère française et d'un père anglais, il démarre une gigantesque carrière au cinéma et au théâtre en débutant avec 2 rôles proposés par François Truffaut dans La mariée était en noir et Baiser volé. Durant sa carrière qui durera 60 ans pour 135 films, il joue aussi bien dans les films de Orson Welles, François Truffaut, Joseph Losey, Louis Malle, Louis Buñuel, Jean-Pierre Mocky, James Ivory, Jean Eustache, Bertrand Blier, que des textes contemporains d'Urenmatt, Beckett, Duras au théâtre. Il participe à des films grand public plus commerciaux également, dont un James Bond, Moonraker en 1979, dans le rôle du méchant bien sûr, et la comédie Ma vie est un enfer de Josiane Balasco, ainsi que Munich de Spielberg. En 2010, il joue le rôle de Frère Luc dans le film dramatique Des hommes et des dieux, réalisé par Xavier Beauvois, qui relate les derniers jours des moines de Tibirine en Algérie, dont l'assassinat avait frappé l'opinion internationale. Pour ce rôle, il remporte l'unique César de sa carrière en tant que meilleur second rôle masculin. Décrit comme un homme affable et discret, rarement le terme magnétique ne s'est aussi bien appliqué à un acteur qu'à Michel Lonsdal. Parfois, il ne faisait qu'apparaître, traversant un film quelques minutes, bouffant la pellicule de sa présence imposante avec sa petite voix suave. Un géant un peu magique. On cite l'hommage de Dominique Boutonnat, président du Centre national du cinéma et de l'image animée, en parlant de Michael Lonsdal. Immense Lonsdal, homme et acteur habité, qui a donné au cinéma français une dimension supplémentaire. Douce et parfois inquiétante, la présence et la voix de Michael Lonsdal font partie des choses qui ne peuvent s'oublier. Et enfin, le petit mot de Gilles Jacob, ancien président du Festival de Cannes, qui cite « Lonsdal, ce n'est pas seulement la voix, mais aussi la dégaine, la silhouette, la carcasse. Une manière déglinguée de traîner toute la lourdeur du monde et d'en faire une pirouette. Fout, c'était moi. Ne faites pas attention, je suis juste passé. Salut Michael et adieu maître. » Un très bel hommage à ce fascinant acteur qui va nous manquer et véritable mémoire du cinéma et du théâtre français. Et c'est sur ce salut émouvant, Tofi, que nous terminons cet épisode. N'hésitez pas à parler de notre podcast autour de vous abonner et de le noter à partir de votre application préférée. Vous ne pouvez pas nous louper, le podcast Cinécritique est référencé sur SoundCloud, Apple Podcasts, Spotify, Deezer et YouTube. Une très bonne semaine de cinéma à toutes et tous, bon film et à mercredi prochain.